Cantara, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous est venue cette vocation d'enseignant-chercheur? C'est une vocation qui m'est venue au fur et à mesure de l'avancée de ma vie professionnelle, puisque historiquement, je suis diplômé de l'école d'économie de Toulouse. J'étais dans une première vie analyste crédit. J'ai toujours eu une curiosité de l'Internet, une curiosité de la communication, et je me suis intéressé à Internet au moment où Internet devenait quelque chose de massif, quelque chose de très structurant dans la société, à la fin des années 90. Et ma rencontre avec Serge Rebourg, qui est donc l'inspirateur et le créateur du master AGCOM, a été pour moi déterminante. Et je suis également donc un ancien diplômé de cette formation AGCOM, qui a été pour moi le début de mon doctorat et de ce que je suis aujourd'hui, enseignant-chercheur spécialisé dans tout ce qui relève au fond de la communication digitale et de l'identité numérique. À partir de quand vous avez pressenti que l'e-réputation allait être fondamentale dans la politique générale d'une entreprise et de leur cadre dirigeant? Bah, à partir du moment où j'ai compris, mais j'étais pas le seul avec d'autres, où j'ai compris qu'au fond, l'économie de la réputation, l'économie de la visibilité, de la mise en visibilité sur le web était quelque chose de stratégique. À partir du moment où avec les réseaux sociaux, la notion de viralité et la notion de capital symbolique, donc la valeur de l'image d'une organisation, devenait particulièrement structurante. Donc il y a de cela, on va dire, 8-10 ans. Vous êtes un visionnaire et un précurseur dans le domaine, un expert des plus reconnus au monde. Vous avez organisé le premier colloque mondial. Comment vous est venue cette idée de croiser et de partager les recherches et les savoirs? Expert, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Expert mondial, c'est bien prétentieux. On va dire que je suis un curieux. Je suis un curieux, comme beaucoup d'enseignants-chercheurs, un curieux qui cherche. Et le curieux que je suis, à un moment, s'est trouvé face à la réalité de l'Internet. Et Internet, aujourd'hui, pour être bien appréhendé, ne peut être, selon moi, appréhendé qu'à travers l'interdisciplinarité. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à l'e-réputation, on s'intéresse bien évidemment aux sciences de l'information et de la communication, mais on s'intéresse également à une dimension gestionnaire, on peut s'intéresser à une dimension juridique, bien évidemment, incontournable, et une dimension informatique. Et de plus en plus de chercheurs, alors là on parle d'e-réputation, mais je pourrais parler d'identité numérique, je pourrais parler d'une multitude de sujets, d'enjeux, de big data, qui est le dernier colloque que j'ai organisé sur ce thème-là, nécessite une pluridisciplinarité. Ce qui est loin d'être facile et ce qui est loin d'être aisé, puisque nous avons chacun dans nos pratiques disciplinaires des usages et des façons de faire qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais c'est tout l'enjeu de ces démarches-là, de chercher l'interdisciplinarité. En quoi l'e-réputation est devenue une question économique? Ben, l'e-réputation est devenue une question économique à travers ce que personnellement j'appelle la colonisation numérique. Et au fond, les données personnelles aujourd'hui deviennent une matière première, deviennent une matière, une marchandise, quelque chose qui se négocie puisque ça participe à créer de la valeur. Dites-moi qui vous êtes, laissez-moi qualifier vos pratiques, vos usages, vos choix, vos goûts. Et ça va me permettre de développer ou du moins de vendre des prestations sur mesure. Donc aujourd'hui, la donnée personnelle est au cœur même, et la marchandisation de la donnée personnelle est au cœur même des modèles économiques, et en particulier des GAFAM. Aujourd'hui, les GAFAM coûtent bien plus cher et ont une valeur boursière qui est bien supérieure à ce qu'ils génèrent en termes de profit, puisque au fond, on met en jeu et on cherche à appréhender, à valoriser la promesse économique que représentent les données personnelles. Faut-il désormais mettre une veille en place pour l'e-réputation? Ben, une entreprise est obligée de près ou de loin de mettre en place une veille informationnelle. Alors ensuite, en fonction du métier dans lequel on opère et en fonction de l'enjeu stratégique, est-ce que ça doit se faire de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou semestrielle? C'est un autre débat, mais semestriel me semble être un peu lointain. Mais aujourd'hui, quand bien même vous ne seriez pas sur Internet, vos parties prenantes, clients, fournisseurs, parlent de vous sur le web. Donc vous pouvez être sur le web bien malgré vous. Donc savoir ce que l'on dit de vous sur le web ne me semble pas être exotique, bien au contraire. Quand est-ce que l'on peut dire que l'on a une bonne e-réputation? On peut dire qu'on a une bonne réputation, s'il fallait qualifier le bon, lorsque les messages les plus visibles sont en phase avec les valeurs ou l'image que vous voulez donner de vous-même. Voilà. Donc lorsqu'il y a une convergence
par ce qu'il se dit de vous et par ce que vous voulez dire de vous, et que ces choses-là sont les plus visibles, alors on peut la qualifier de bonne. Voilà. Ok. Comment vous voyez l'évolution de cette e-réputation? On pourrait dépasser le cadre de l'e-réputation au fond et se poser la question comment peut évoluer notre communication digitale et les enjeux de notre communication digitale. On s'aperçoit qu'on est véritablement de plus en plus dans une logique d'instantanéité, que les réseaux sociaux participent à travers cette instantanéité à développer une dimension affective très importante, et malheureusement on raisonne de moins en moins et on réagit de plus en plus. Et la réaction et la surréaction que peut provoquer le web aujourd'hui peut être véritablement un véritable vecteur ou un véritable catalyseur des populismes les plus exécrables. Voilà. Vous nous avez parlé de Big Data et que vous avez organisé, un colloque que vous avez organisé avec l'Université Laval au Québec Oui. et d'autres universités. Quelles sont les conclusions que vous pouvez nous partager? Ben, déjà que dans le caractère interdisciplinaire du Big Data, on ne définit pas le Big Data de la même façon en fonction que l'on est informaticien, infocom, gestionnaire ou juriste. Donc déjà, on a du mal sur un plan scientifique et académique à s'entendre sur l'objet et la définition de l'objet. C'était déjà une première conclusion. Et on s'aperçoit également que le Big Data, ce qui sous-jacent au Big Data, c'est deux types d'algorithmes. Des algorithmes qu'on peut qualifier de prédictifs, qui au gros vont partir sur des grandes séries statistiques pour essayer de donner une visibilité de nos choix ou une prédictivité de nos choix à venir. Et surtout, le plus important à mes yeux, c'est l'avènement d'algorithmes qui, eux, vont être des algorithmes, et sont déjà des algorithmes, qu'on pourrait appeler des algorithmes de création, qui vont faire référence à l'intelligence artificielle pour véritablement modéliser et interagir d'une manière tout à fait autonome avec un environnement. Et là, on est face à des choix et des enjeux qui relèvent de l'ordre de l'éthique, qui relèvent véritablement de l'ordre des valeurs, qui interrogent même la place de l'individu dans la société. Mais en même temps, c'est un formidable défi, ce n'est pas nécessairement une menace. Voilà. La technique n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est l'usage que l'on en fait qui va la rendre bonne ou mauvaise. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain projet? Mon prochain projet, je m'intéresse en ce moment aux faits religieux en ligne, qui relèvent de façon très élastique et très large de l'e-réputation et de l'identité numérique, mais suite au prochain épisode. Merci beaucoup. Je vous en prie.